Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui à l'heure où vous écoutez cet épisode. Alors moi je suis très heureux aujourd'hui de vous partager une mise en application de tout ce que je peux enseigner. Vous savez, la préparation mentale, maintenant je l'enseigne depuis des années. Je l'ai enseigné auprès de nombreux policiers. J'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires de police à la préparation mentale. J'ai formé aussi plus de 200 coachs en préparation mentale et puis plein de personnes en coaching individuel évidemment, que ce soit des athlètes de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, des dirigeants, chefs d'entreprise, managers, etc., etc. Et en fait, ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous mettre en avant, c'est que toutes ces clés-là qu'on peut utiliser dans des milieux très spécifiques, on peut aussi l'utiliser dans son quotidien. Vous savez que j'aime souvent à dire que la préparation mentale, c'est un style de vie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette tranche de vie que j'ai vécue il y a de ça maintenant 15 jours à l'heure où j'enregistre cet épisode. Alors, je vous le dis tout de suite, vous avez vu le titre, c'était à l'occasion d'une hospitalisation de mon fils. On ne va pas aller dans le pathos. On n'est pas là pour pleurer dans les chaumières. C'est pas le but. Au contraire, c'est comment j'ai fait pour appliquer des stratégies de puissance mentale, de préparation mentale dans un contexte qui n'était absolument pas prévu. Et je vais être très transparent avec vous. Vous allez voir aussi comment vous pourrez faire un parallèle par rapport à votre quotidien. Et peut-être même, ça va faire écho à des situations que vous avez déjà vécues ou alors dans votre quotidien actuel. Bref, amusez-vous comme ça. Je vous le dis tout le temps, mais c'est important à faire des ponts avec ce que vous vivez, vous, et par rapport à votre vie, pour que cet épisode ne soit pas juste un épisode où on se dit « bon, c'est bien, c'était intéressant ». Non, l'idée, c'est de tirer un maximum de clés concrètes pour que vous puissiez les actionner dans votre quotidien. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, c'est parti pour cet épisode. Donc, concrètement, je contextualise un petit peu, on est samedi, enfin un samedi comme un autre, où le matin, bon bah voilà, je passe une matinée traditionnelle, on va dire, et puis l'après-midi, j'emmène mon fils, mon deuxième, à un match de foot, donc on fait quand même près de 2 heures de route aller-retour. Le matin, en plus, je m'étais réveillé très tôt, je ne sais pas pourquoi, à 5 heures du matin, j'étais réveillé, j'avais pas réussi à redormir. Bref, donc autant vous dire que la journée commençait très tôt. Et donc, j'emmène mon premier fils au foot et en revenant, mon grand me dit bah, « Écoute papa, j'ai un petit peu mal à la gorge, je ne sais pas trop ce que j'ai ». Et puis là, je regarde et ça faisait quelques temps qu'il avait eu montée de fièvre, plus de fièvre, montée de fièvre, etc. Et qu'il avait souvent, il a eu comme les ganglions en fait au niveau du cou qui avaient grossi. Et là, en fait, quand je regarde sa gorge, je m'aperçois que ses amygdales ont gonflé. Et lui, il me dit « Papa, j'ai du mal à respirer, enfin c'est difficile pour moi de respirer ». Donc là, il y a quelque chose qui me dit, mais emmène-le aux urgences. En réalité, il y a même pas à réfléchir. Et c'est vrai que cette journée, en fait, qui avait commencé très tôt le matin, à 5 heures du matin, et qui va se terminer très tard dans la nuit, eh bien, j'ai dû m'adapter. J'ai dû vraiment mettre en place un certain nombre de techniques de préparation mentale, surtout que me concernant, même si quand j'étais dans la police, on était souvent amené à aller à l'hôpital, etc. Moi, j'ai un rapport avec l'hôpital qui est assez particulier parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 7-8 ans, j'étais dans le service de cancéreux et en fait, donc, vous imaginez que j'ai un petit rapport assez... maintenant, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai un rapport assez particulier par rapport à l'hôpital. Donc là, on va aux urgences et par principe, je sais que le mot urgence, malheureusement, ça porte mal son nom. On sait quand on arrive, mais on sait rarement à l'heure où on va partir. Donc là, je vais vous partager un certain nombre de clés que j'ai mis en place. Elles sont au nombre de 7 qui vont pouvoir vous aider comme ça à voir dans des situations un petit peu particulières du quotidien, comment on fait pour gérer son stress, ses émotions, comment je fais aussi parce que juste à côté de moi, il y avait mon fils qui avait des difficultés à respirer, donc vous imaginez que ce n'était pas non plus évident, surtout parce que quand j'intervenais en mode police, c'est comme ça, enfin, ça peut paraître un peu bizarre quand je vais vous dire ça, mais les gens, je ne les connaissais pas. Donc, il y avait un côté plus technique, plus distant que lorsque c'est ses propres enfants, quand il y a un lien vraiment émotionnel très fort. Donc, la première chose que j'avais envie de vous partager, c'est que quand cette soirée commence, et je sais très bien que, encore une fois, je sais à l'heure où elle commence, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, je me dis, là, forcément, si la vie m'amène cette situation-là, à ce moment-là, c'est que je vais avoir des choses à travailler. C'est que je vais avoir des choses à expérimenter sur moi. Et c'est fou comme lorsqu'on prend cet état d'esprit face à une situation qui est compliquée,
notre état d'esprit change en réalité. Parce que vous devenez acteur de cette situation et plus spectateur. Parce que quand on se retrouve aux urgences pendant de nombreuses heures, on peut se sentir un petit peu malmené, un petit peu, voilà, on va vous prendre d'un point A à un point B et puis vous n'avez aucun contrôle. Alors que moi, dans cette situation-là, je me suis dit, j'ai nécessairement des choses à travailler sur moi. Et là, pour le coup, j'ai dû travailler, par exemple, ma patience. J'ai dû travailler la puissance du moment présent, de ne pas anticiper sur ce qui va se passer par la suite. J'ai aussi travaillé la relation qualitative avec mon fils. J'ai travaillé plein de choses comme ça. J'aimais, en fait, dans ce moment-là, m'observer en me disant, tiens, qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de moi? Notamment aussi, comme je vous ai dit juste avant, la relation avec l'hôpital qui pour moi est vraiment très particulière. Et là, je me suis observé où des fois j'avais des souvenirs qui me venaient et puis ça me provoquait un petit peu je dirais pas du stress, mais des émotions particulières, des odeurs aussi particulières qui ravivaient des souvenirs. Et cette histoire de qu'est-ce que j'ai à travailler dans cette situation complexe, pour moi, c'est vraiment un moyen qui me permet de voir chaque situation comme une expérience plutôt que de voir chaque situation comme une fatalité. Parce que soyons clairs, quand mon fils est allé aux urgences, on ne savait absolument pas ce qu'il avait. Et quand il a les amygdales qui gonflent et le risque, c'est qu'il s'étouffe, hein. Il y a des gens qui sont morts comme ça, hein, c'est une réalité. Donc, si je ne travaille pas ma présence, mon calme intérieur, forcément mon fils risque de le ressentir. Et le risque, c'est que tout le monde se mette dans un état anxiogène, un état stressant, et c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour lui. Et forcément, ça lui fait vivre une mauvaise expérience. Et quand je vous dis que moi, je vois aussi de vivre cette situation comme une expérience. Je fais en sorte, parce que je le sais très bien, que ce genre d'expérience peut rester comme des ancrages pour les enfants. En fait, c'est fou parce qu'il y a quelques jours en arrière, mon fils me disait lui-même que l'expérience qu'il avait vécue à l'hôpital était quelque chose de plutôt sympa. Il me dit « Oh là là, les gens de l'hôpital étaient vraiment cool. » Et puis j'ai adoré parce qu'à un moment donné, pendant qu'on attendait aux urgences, on a regardé la télé, on a discuté, etc. Donc, ça a été pour lui quelque chose qui n'était pas traumatisant alors que ça aurait pu l'être. Donc, la chose number one en termes de préparation mentale qui m'a aidé pour ce moment un peu particulier, c'est comment faire pour que ce qui nous arrive, cette situation qui n'est pas forcément agréable, soit vécue comme une expérience plutôt que comme une finalité, une fatalité. Ensuite, la deuxième chose qui est réellement importante à mettre en place lorsque vous vivez une situation qui vous arrive un peu comme ça sur le coin du nez et qui est loin d'être agréable, c'est de vous focaliser sur les choses qui dépendent de vous. Parce que là, concrètement, moi je vous l'ai dit, mais j'étais aux urgences, on n'avait aucune maîtrise sur le déroulé de la suite. C'est-à-dire qu'on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort, on ne sait pas si les examens vont durer 1 heure, 2 heures, 10 heures, on n'en sait rien. Et donc là, je m'étais préparé en me disant je porte mon attention uniquement sur moi, uniquement sur la relation avec mon fils et point final. Combien de fois dans notre vie on peut augmenter sa charge mentale en se projetant sur une finalité pas forcément heureuse. Et là, du coup, ça nous crée de l'anxiété, ça nous crée vraiment du stress, des émotions qui sont vraiment pas agréables à vivre, à la fois pour soi, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Alors que si on se concentre sur des choses qui dépendent de nous, sur des choses que l'on peut maîtriser, alors la relation à cette situation est complètement différente. Un petit peu comme lorsque j'accompagne un athlète de haut niveau, de très haut niveau, ou même un artiste, un dirigeant, etc., en individuel. À ce moment-là, je les forme pour que leur mental, leur état d'esprit soit systématiquement focalisé sur les choses qui dépendent d'eux. Sinon, tu risques de perdre de l'énergie et du temps sur des choses qui ne dépendent pas de toi. Rappelez-vous un petit peu comme le Covid, et je sais que peut-être que certains d'entre vous ont été dans ces schémas mentaux, et c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser, mais combien de personnes se sont énervées, se sont emportées lorsqu'ils étaient en train d'entendre les nouvelles du gouvernement, ou lorsqu'on disait vous allez être confinés 1 semaine de plus, et là les gens pétaient les plombs. Et encore une fois, il n'y a pas à culpabiliser, parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est tout ce que je vous partage ici, c'est des clés de préparation mentale qui sont à l'origine réservées à une certaine élite, qui sont réservées aussi pour le haut niveau. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas forcément à sa disposition. Mais quand on sait que plus vous allez porter votre attention sur les choses qui dépendent de vous, et plus nécessairement vous aurez le sentiment de contrôle, de maîtrise, et vous allez pouvoir comme ça indirectement gérer vos émotions, vos pensées, vos comportements et votre discours intérieur, ça a vraiment un impact qui est très puissant.
Donc ça, c'était la deuxième chose. Portez votre attention sur ce qui dépend de vous et non pas sur les facteurs qui ne sont pas maîtrisables. Donc là, en l'occurrence, à l'hôpital, ça aurait été combien de temps ça va durer, mais quelles vont être les suites pour mon fils, et puis est-ce que dans 2 jours, je vais pouvoir retravailler, comment on va s'organiser avec sa maman, etc. Non, on vivait le moment présent, on se focalisait uniquement sur ce qui dépendait de nous. Ensuite, troisième point important que j'ai mis en application, et d'ailleurs c'était rigolo parce que je l'avais appliqué aussi lorsque j'avais passé des tests très sélectifs de la police nationale pour le groupe d'assaut de la section antiterroriste de la police. Donc là, c'était 1 semaine de stage où on vous fait dormir très peu, et forcément, quand vous dormez très peu, probablement vous l'avez aussi ressenti, mais quand on a une dette de sommeil, quand on manque de sommeil, ça impacte nos émotions, ça impacte notre discernement, ça impacte notre faculté de réflexion, et c'est pas forcément évident de garder le cap. Et donc là, comme je vous le rappelle, j'étais réveillé depuis 5 heures du matin, et à un moment donné, enfin on s'est couché à 5 heures du mat, quoi. Donc j'ai fait en gros un 24 heures, et je savais que mon objectif, c'était aussi de gérer ce temps-là parce que je devais rester maître de cette situation. Mon fils, lui, il était en difficulté au niveau de sa santé. Donc, moi, étant en parfaite santé, c'était à moi de gérer du début à la fin, d'être là pour lui, de l'épauler, etc. Donc, je savais que ça allait être long. Je ne savais pas le temps que ça allait durer. Et donc, ce qui est important, et comme je vous disais, c'est ce que j'avais appliqué sur la semaine des sélections du groupe, ça s'appelle le GAO d'ailleurs, le test que j'avais passé, les tests du GAO. Des fois, il y a des policiers qui m'écoutent, ils savent très bien de quel groupe il s'agit. C'est dès que j'ai un instant, je récupère. Dès que j'ai 5 minutes devant moi, 10 minutes devant moi, je récupère physiquement et mentalement. Donc à ce moment-là, je faisais des relaxations, je faisais quelques respirations, je me détendais musculairement, mais aussi je pouvais m'étirer, bref, récupérer physiquement et mentalement pour pouvoir être en mesure de conserver sa capacité de discernement du début à la fin. Donc là, cet automatisme à se dire, tiens, dès que je peux, je récupère, il est extrêmement puissant parce que ça vous permet de garder une fraîcheur d'esprit, une fraîcheur mentale, une fraîcheur aussi émotionnelle qui va nécessairement impacter sur vos actions et sur l'énergie globale que vous pouvez avoir. Et ça, c'est valable. Là, c'était valable dans une situation un peu particulière, mais c'est aussi valable dans votre quotidien. Par exemple, quand vous êtes debout depuis 7 heures du matin et que vous savez que vous allez au travail jusqu'à 18, 19 heures, voire plus, parce que certains ont des transports en commun, peut-être qu'à des moments, vous pouvez aussi faire une relaxation, vous pouvez faire vous reposer. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, je le propose gratuitement. Vous allez sur mon site, il y a des audios de relaxation qui sont très courts, très rapides et qui vous permettent de récupérer physiquement et mentalement en un temps record. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'avoir cette fraîcheur d'esprit. Et souvent, je fais un parallèle par rapport au groupe d'intervention de la police, comme je vous parlais, c'est ce sur quoi ils agissent. C'est-à-dire qu'ils font très peu dormir les candidats parce qu'ils savent très bien qu'en faisant dormir très peu un candidat qui passe des sélections qui ont un grand enjeu pour lui, il va avoir une capacité de discernement, une capacité de maîtrise qui va être nettement diminuée. Donc là, on agit sur le sommeil. D'ailleurs, même dans certaines guerres, c'est un moyen de torture de ne pas faire dormir les gens. D'ailleurs, ne dormez pas pendant plusieurs jours et vous allez avoir des hallucinations. Vous allez perdre complètement en discernement et c'est vraiment très mauvais pour vous, à la fois physiologiquement, mais aussi mentalement. Donc là, l'idée de ce troisième point, c'est de profiter de chaque instant pour récupérer physiquement et mentalement à l'aide de relaxation, à l'aide de respiration, pour avoir toujours cette fraîcheur d'esprit, peu importe le temps qui passe. Ensuite, la quatrième chose qui est importante à vous partager, c'est que très souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, c'est que pour intégrer une stratégie, une technique de préparation mentale, ça passe par l'entraînement. Vraiment comme la préparation physique, pour être fort physiquement, on doit s'entraîner. Ça marche par des répétitions, par du feedback, pour toujours améliorer sa façon de faire. La préparation mentale, c'est la même chose. On se prépare à être mentalement et émotionnellement prêt, quelles que soient les situations. Donc, cette idée d'entraînement pour créer finalement des automatismes, j'ai pu le tester aussi cette soirée-là. Je vous explique parce que c'est vraiment... je me suis vu en train d'agir et de réagir. En fait, il était à peu près... Donc c'était sur la 2e ou 3e nuit, je ne sais plus. Mon fils se lève et donc il avait une perfusion à ce moment-là. Et il me dit, papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je l'accompagne pour aller aux toilettes. Et puis lui, pourtant, qui avait été réellement fort mentalement, il avait regardé quand on lui posait le cathéter, ça lui faisait absolument rien. Là, il s'est réveillé vite en pleine nuit, il s'est levé d'un coup, il est allé aux toilettes. Et puis il a regardé la perf, il a vu un petit peu de sang. Et du coup, il s'est senti vraiment mal.
Et il m'a appelé, donc j'étais juste derrière la porte parce que moi, il est hors de question de le laisser aller debout seul. Donc j'étais derrière la porte, un peu en mode bodyguard. Vous savez, c'est un peu plus fort que moi, mais je suis très papa poule en fait. Et j'étais derrière la porte, il me dit ah papa. Et là, j'ouvre et je vois que les jambes sont en train de bouger et je sens qu'il va tomber. Donc là, je viens le réceptionner, je l'allonge par terre, je fais attention avec la perfusion. Et là, ce qui est intéressant, dans ces moments-là, je me vois agir et j'agis en mode intervention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis complètement coupé de mes émotions et j'agis d'une façon très technique. Je l'allonge au sol, je fais Lucas, reste avec moi, regarde-moi bien dans les yeux, voilà, c'est très bien. Lucas, voilà, eh oh, reste avec moi. Je passe par au-dessus de lui, je vais appeler les infirmières en appuyant sur le bouton rouge d'appel. J'ouvre la porte, je fais infirmière, mais en étant dans la maîtrise de mes actes. Et là, c'était rigolo parce que ça a duré, allez, maxi 30 secondes, 1 minute grand max, ouais, c'est ça. Mais je me suis observé à quel point, à ce moment-là, j'étais ultra concentré et aussi détendu à l'intérieur de moi. J'étais en mode intervention, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que moi, ça fait maintenant, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça va faire 5 ans que j'ai quitté la police. Et pendant de nombreuses années, j'ai fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines et des centaines d'interventions, où à ce moment-là, on était focalisé sur ce qu'on devait faire, quel que soit le danger, quel que soit le risque qu'on encourait, etc. Et j'ai donc développé cette habileté mentale à être concentré, focus sur ce qui dépend de moi, à être focus sur la maîtrise de mes gestes, ma parole, mon positionnement, etc. Et c'était fou de voir à quel point, 5 ans après, j'avais encore conservé ces vieux automatismes. Et là, pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement pour vous faire comprendre que plus vous allez travailler des techniques de préparation mentale, et plus elles vont devenir des automatismes que vous pourrez réutiliser dans n'importe quelle situation. Et c'est souvent le retour que j'ai de personnes que je forme au sein de l'académie, en tant que préparateur mentaux, ou alors des personnes que j'accompagne en individuel. Ces gens me disent que, certes, ils viennent se former, ils viennent se faire accompagner pour des thématiques spécifiques, mais que derrière ça, elles l'utilisent dans leur quotidien, même dans des situations parfois auxquelles elles n'avaient pas du tout pensé auparavant. Et c'est ça qui est intéressant, à quel point de voir que l'entraînement amène la création d'automatismes. Et c'était très puissant. Et d'ailleurs, j'étais vraiment étonné de pouvoir être aussi focus très rapidement alors qu'il était 2-3 heures du matin et ça s'était passé assez rapidement. Donc voilà. Chose numéro 4 à comprendre et intégrer aussi que j'ai pu mettre en place là, c'est dérouler un automatisme parce que tout simplement, je l'avais travaillé auparavant. Ensuite, 5e point qui pour moi qui m'a permis vraiment de vivre cette expérience-là, donc qui a duré du samedi soir au mardi matin quand même, c'est que j'ai conservé les habitudes qui me faisaient du bien dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi, depuis maintenant, si vous avez écouté les épisodes précédents, j'ai des habitudes santé, des habitudes énergie qui me font réellement du bien. Et là, quand Betty venait prendre le relais et que moi je repartais 3-4 heures à la maison, je profitais de ces 3-4 heures-là pour mettre en place les habitudes bien-être et santé qui me faisaient du bien et qui me font toujours du bien d'ailleurs. Donc j'en profitais pour faire un peu de relaxation tout seul, pour vraiment de me reposer physiquement, mentalement. Je faisais aussi du sport. Je pensais à bien m'hydrater. Et j'ai continué aussi à faire mes marches quotidiennes. Je sais que moi, la marche en bord d'océan, ou même quand j'habitais en région parisienne, la marche en nature, ça me faisait toujours du bien. Et là, de conserver ces habitudes-là, eh bien, j'ai envie de dire que c'est ces habitudes-là qui, peu importe le contexte, qui était assez anxiogène quand même, parce que avant le mardi matin, on ne savait toujours pas ce qu'il avait. Bon, son état de santé s'est un peu amélioré, mais ce n'était pas non plus l'éclate, hein. Donc, on était quand même dans cette énergie un petit peu particulière, un peu stressante quand même. Donc, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est vraiment de conserver ces habitudes-là. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à avoir des habitudes bien-être dans votre quotidien. Ça peut être des marches en nature, ça peut être avoir une santé, une nourriture saine, parce que pareil, depuis maintenant quelques mois, je suis vraiment vigilant à ce que je mange. Et là, de rentrer chez moi, de prendre un repas qui était équilibré, qui était bon pour ma santé, ça m'a donné finalement toutes ces habitudes-là une bonne énergie. Et pour le coup, j'ai réussi à maintenir le cap du samedi soir au mardi en étant dans une énergie qui était agréable à la fois pour moi et pour mes enfants et puis pour ma femme Betty évidemment. Donc la question à vous poser, c'est aujourd'hui, imaginez qu'il vous arrive quelque chose qui soit compliqué pour vous, une situation particulière, quelle est ou quelles sont les habitudes qui vont vous permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau et pas vous laisser emporter par l'événement qui vous arrive. Ça c'est très important, ça c'est ce que j'appelle la puissance des habitudes. Et une habitude, c'est tout simple, et je termine sur ça, sur ce point-là,
c'est quand on ne le fait pas, ça nous fait bizarre. C'est un petit peu comme quand vous prenez l'habitude de vous laver les dents. Le jour où vous ne le faites pas, nécessairement, ça vous paraît bizarre. Vous sentez que vous avez oublié de faire quelque chose. Bah, moi, c'est pareil. Quand j'étais plusieurs jours à l'hôpital, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'allais me balader en nature. C'est pour ça que je faisais mon sport aussi quand j'étais là. Et je faisais aussi des relaxations qui étaient bien plus profondes que celles que je pouvais faire lorsque j'étais à l'hôpital. Donc voilà, ça c'est le 5e point. Ensuite, le 6e point, c'est quelque chose que j'ai constaté et que finalement, on pourrait croire que c'est anormal, alors qu'en réalité, c'était normal et je l'avais même anticipé. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que du samedi soir au mardi matin, j'ai fait en sorte de maintenir mon énergie. Mais est-ce que j'avais la même énergie que si j'étais en vacances? Bien sûr que non. Parce qu'il y avait un environnement qui était relativement anxiogène. Et je savais par la suite que les jours qui allaient succéder à, à cette situation, pour moi, j'allais décompresser et j'allais ressentir probablement plus de fatigue que les jours qui venaient de s'écouler. Et évidemment, ça a eu lieu, c'est-à-dire que je me suis senti vraiment fatigué du mercredi au jeudi soir. D'ailleurs, j'ai dû décaler des rendez-vous. Et là, à ce moment-là, plutôt que de lutter contre cet état de fatigue qui est après un gros événement, mais ça, vous pouvez l'avoir quand vous faites un événement qui est important pour vous, un concours, une compétition, quelque chose qui est vraiment challengeant pour vous, même quelque chose qui est sympa et positif, hein. Il y a vraiment un après, un petit peu comme un athlète qui fait une compétition. S'il n'anticipe pas son après, le risque, c'est qu'il soit étonné par les réactions physiologiques, mentales, émotionnelles qu'il peut avoir. Donc moi, j'avais anticipé et je savais ça. Et donc, dans le après situation, j'avais prévu de faire encore plus de balades et aussi d'aller au spa parce que là, j'avais pas pu y aller pendant quelques jours. Donc, je suis allé faire des saunas, hammams et tout ça. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai augmenté aussi le nombre de siestes que je pouvais faire et j'ai créé de l'espace pour justement que mon système puisse évacuer le stress qu'il avait emmagasiné et puis que je retrouve finalement une bonne énergie. Alors ça, c'est vraiment important. Ce 6e point, c'est d'anticiper aussi en disant, OK, il y a un avant, il y a un pendant, et il y aura nécessairement un après. Et dans cet après, peut-être que je serai plus fatigué, peut-être que mon énergie sera différente, et ça, c'est normal. Et quand je vous dis d'anticiper, c'est pas de penser au pire, mais c'est de se mettre à l'esprit que on sait qu'il va y avoir un après. Parce que très souvent, quand on est sur un événement, une situation, etc., on est focalisé sur ce qui se passe en ce moment et on en oublie de préparer en fait l'après. Donc là, moi, j'avais préparé et j'y pensais plus en fait. C'est-à-dire, je savais que ça allait exister, qu'il allait avoir un après, que les choses allaient être différentes. Donc, je l'avais aussi anticipé. C'est ça la préparation mentale. On prévoit toujours le avant, le juste avant, le pendant, mais aussi le après, ce qui fait d'ailleurs défaut à beaucoup d'athlètes qui vivent des compétitions hautement chargées en émotions, hautement chargées en connexion humaine. Et dans le après, une fois pour certains qui ont terminé les conférences de presse et tout ça, quand ils se retrouvent un petit peu, entre guillemets, seuls chez eux, ça leur fait un grand coup de bambou parce qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Et là, du coup, ça leur fait bizarre. Enfin, le 7e et dernier point que j'avais envie de vous partager, où j'ai pu mettre en place des techniques de préparation mentale dans cette situation qui était assez particulière, c'était que je savais que cette situation, elle pouvait être soit un bon souvenir, soit un mauvais souvenir pour mon enfant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amplifié tout ce qui se passait en mode sympa et agréable. Exemple, quand il y avait des médecins qui arrivaient, juste après qu'ils soient partis, on rigolait, on sortait des blagues avec mon fils. Quand il a posé son cathéter et puis lui, naturellement, il a regardé ce qu'il faisait. D'ailleurs, petit aparté, moi, il m'a impressionné. Parce qu'il dit, non, mais papa, je trouve ça cool de regarder comment c'est fait et tout. Là, plutôt que de dire, ah bon, t'es sûr, attention, ça peut te faire bizarre, tu peux avoir la tête qui tourne. Plutôt que de mettre des suggestions négatives, moi, je l'ai félicité. Je dis, waouh, t'es un guerrier, bravo mon Lulu, je suis vraiment fier de toi. Et puis, t'as vu, ça fait rien en fait, hein. Ça veut dire que ça, maintenant, à partir de maintenant, tu vas pouvoir refaire des prises de sang, tu pourras faire n'importe quoi, t'as l'habitude, c'est facile pour toi. En fait, ce que je faisais là, c'était du renforcement positif. Je renforçais une situation qu'il avait vécue positivement pour lui créer une sorte d'ancrage. C'est pas une sorte d'ancrage, c'est pour créer un ancrage pour la suite. Pareil, quand il avait fait son malaise, faire un malaise, en plus, c'est la première fois qu'il avait fait ça. Ça peut être quelque chose qui est assez traumatisant. Puis après, on peut toujours avoir peur de faire un malaise, d'avoir
cette anxiété-là. En fait, moi, quand il avait fait le malaise, j'en ai rigolé. J'ai dit, bah alors mon Lulu, on aurait dit Elvis Presley là sur la piste du du Grand Rex qui commençait à bouger ses jambes et tout ça, tellement tu tremblais de partout. Et on en a rigolé en fait. Et quand les infirmières sont arrivées, il y en a 5. Moi, au moment où elles arrivent, je suis, ah bah voilà, on avait appelé l'agence Tourisque, elles arrivent, c'est génial. Donc mettre de la légèreté, de l'humour dans ce qui pourrait paraître comme grave. Et je sais que moi, quand j'étais dans police, c'est ce que j'avais tendance à faire parce que sinon, si vous restez dans l'émotionnel qui est négatif, ça risque d'être ancré et négatif, alors qu'en fait, l'idée, c'est de rendre de la légèreté avec avec ce qu'on peut vivre. Alors évidemment, on ne le fait pas forcément à l'instant T, mais juste dans les secondes ou les minutes qui suivent, c'est important de remettre de la légèreté parce que la personne, dans les secondes et les minutes qui suivent, elle est encore en état modifié de conscience par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, elle est très réceptive en termes de suggestion. D'accord, c'est très hypnotique en fait. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose qui est assez impressionnant, quelque chose qui n'est pas prévu, vous êtes en état modifié de conscience, c'est un état hypnotique, et là, tout ce que vous allez voir, entendre, percevoir va être amplifié. Je ferai un parallèle, c'est un petit peu comme quelqu'un qui court un marathon, il va courir son marathon, et lorsqu'il est fatigué, donc là, il est en état modifié de conscience, quand quelqu'un lui dit « Allez, vas-y, t'es fort, c'est génial !» Bizarrement, il se sent plus fort par la suite, tout simplement parce que cette suggestion-là, il l'a intégrée, il l'a transformée en énergie. À l'inverse, si quelqu'un l'avait insulté, lui avait dit des choses négatives, ça aurait aussi pris de l'ampleur. Je prends un autre exemple, quand vous êtes en colère, quel que soit ce qu'on vous dit, ça prend de l'ampleur parce que vous êtes dans cet état modifié et du coup, la suggestion qu'on vous donne, eh bien, elle s'amplifie. Bon, là, c'est un petit peu technique ce que je vous dis, mais voilà, c'est extrêmement important de savoir que quand une personne vit quelque chose d'impressionnant, un petit peu comme quand vous emmenez votre petit bout de chou la première fois à l'école, bah, c'est pareil, il est en état modifié de conscience. Donc là, plus vous mettrez des suggestions qui sont positives, agréables, amplifiantes, dans le sens où on amplifie sa confiance, son estime personnelle, et plus ça sera un ancrage pour la suite. Donc voilà cet épisode, mais en tout cas j'espère qu'il vous a plu, j'espère que quand je vous partage comme ça l'arrière-scène du quotidien, parce que la préparation mentale c'est un style de vie. Les 200 personnes, un peu plus de 200 personnes là, qu'on a formées maintenant depuis 2021 en tant que préparateurs mentaux, c'est des gens qui, pour certains, exercent ce job, d'autres ils le font en parallèle de leur job, d'autres le font aussi, exercent la préparation mentale, mais pour eux et pour leurs proches. C'est fascinant de voir à quel point, quelles que soient les raisons pour lesquelles on s'est formé en préparation mentale, c'est finalement un style de vie et ça nous permet de nous adapter aux situations, quelles que soient les situations. Et je peux vous le dire, quand j'étais dans les situations extrêmes de la police, la préparation mentale, moi, elle m'a sauvé réellement et je l'utilise encore dans des situations un petit peu comme celle dont je vous ai partagé aujourd'hui, donc l'histoire où mon fils a été hospitalisé. Et pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai eu de nombreux commentaires aussi sur les réseaux, mon fils va beaucoup mieux, il est en forme, il a retrouvé l'énergie, donc c'est plutôt chouette. Et de tout ça, ça nous a permis aussi de créer une relation vraiment, elle était déjà, moi je suis très fusionnel avec mes enfants, mais ça a vraiment créé du lien, ça a permis de vivre des belles expériences et finalement une situation qui à la base pouvait être vécue comme quelque chose de difficile, voire traumatisante, on en ressort avec une situation qui est plutôt avec source d'apprentissage et qui a généré vraiment une belle expérience. Alors voilà, si cet épisode évidemment vous a plu, n'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify, Apple, à mettre un maximum d'étoiles, si vous êtes aussi sur YouTube, à mettre peut-être un commentaire, voir sur ce que vous avez pensé de ce partage. N'hésitez pas aussi donc à partager cet épisode. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez aussi accès où je partage toute la méthode puissance mentale dans mon livre Puissance mentale aux éditions Erol que vous pouvez commander dès maintenant. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez vous former aussi au sein de l'Académie de puissance mentale comme préparateur mental ou préparatrice mentale, où là, c'est un cursus de plusieurs mois où justement on vous enseigne, je vous enseigne les stratégies de la méthode puissance mentale qui vous permet d'accompagner tout type de personnes en coaching et préparation mentale. Voilà, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.